Il a commencé l'apiculture à 12 ans, créé son entreprise d'apiculture à 14 ans. À 21 ans, il a 4 salariés et forme en apiculture, vend du matériel et pratique comme apiculteur professionnel. Il a contribué à une vidéo sur l'apiculture qui a fait 3,3 millions de vues, un record pour une vidéo apicole. Il a 90 ruches aujourd'hui et un de ses ruchers a été attaqué par 100 frelons. Bonjour, c'est Guillaume et bienvenue sur Tribu Api, le podcast de mespremiersruches.com, le blog qui vous aide à apprendre et comprendre l'apiculture de A à Z. Dans cet épisode, j'interviewe Mathieu Domingue, chef de l'entreprise Les Ruches de Mathieu. Mathieu a 21 ans. Son entreprise a plusieurs activités, toutes liées à l'apiculture, et il nous partage son histoire et ses conseils pour ceux qui débutent en apiculture. Bonne écoute. Bonjour Mathieu. Bonjour Guillaume. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi c'est Mathieu forcément, donc je suis apiculteur professionnel dans le Tarn, dans le sud de la France. Je possède à ce jour à peu près 90 ruches, alors toutes ne m'appartiennent pas, on va dire qu'il y a une cinquantaine qui m'appartient. Et les autres en fait sont louées ou achetées par les entreprises dont je suis partenaire et dont pour le coup je m'occupe de l'entretien. Ça fait plusieurs années, bien sûr, que je pratique l'apiculture. J'ai commencé, j'avais 12 ans, donc ça fait presque 10 ans aujourd'hui. Complètement par hasard. Souvent, ça surprend. C'est en se promenant dans une jardinerie que j'ai eu cette envie, aussi parce que l'apiculture devenait à la mode, de se lancer et donc d'avoir une ruche dans le jardin, comme on peut avoir un poulailler ou son potager. Et puis ça s'est multiplié. Ça, voilà, d'année en année. Attends, c'est dans une jardinerie ? Oui. C'est là où tu as eu vraiment un peu la piqûre, l'appel de l'apiculture ? Presque, oui. J'y pensais un petit peu avant quand même. J'avais cette envie et puis c'était à quelques jours près à l'approche de mon anniversaire, donc de mes 12 ans. Et c'était donc la bonne occasion. Voilà, on s'est dit, c'est le moment, il faut se lancer. Et tout est parti de là. Oui. D'accord. Et comment ça s'est passé ? C'est tes parents qui t'ont aidé ? C'est ça. Alors au début, mes parents, toute la famille ont investi donc dans le matériel de base, donc la ruche, l'équipement, quelques outils. Ça, c'était au mois de juin du coup. Donc il a fallu attendre le printemps prochain pour mettre l'essaim à l'intérieur. Donc quand on est un enfant, une longue période interminable. Mais ensuite, voilà, le premier investissement de base du coup m'a été offert. Et puis tout le reste, ça a été un autofinancement en fait. Avec la première récolte de miel, j'ai pu investir dans des ruches suivantes et en arriver jusque là aujourd'hui. Waouh, ok. C'est impressionnant. Parfois, tu as des enfants qui rêvent d'être pompiers ou autre, mais après, c'est plus difficile de concrétiser. Alors que toi, dès l'âge de 12 ans, tu te dis, bon, bah, ok, t'as cet appel-là, et tu commences, en fait. C'est ça. Alors, je pensais pas du tout en faire un métier. Je pensais vraiment rester à une ruche, 5 ruches. Et puis après, je m'étais dit, allez, 10, ça c'est déjà pas mal. Et puis, bon, manque de peau. Enfin, non, heureusement, plutôt. La passion a pris vraiment le dessus, qui a pu devenir du coup un métier et qui me permet, oui, aujourd'hui d'en vivre. Hmm. Et après, comment est-ce que tu as appris à 12 ans l'apiculture? Est-ce que tu as été aidé par une personne de ta famille ou est-ce que tu as fait un rucher école? Alors, j'ai fait un rucher école, tout à fait. Aucune personne dans la famille n'avait de contact avec les abeilles ou eu d'expérience, rien du tout. Mes parents, bien sûr, voulaient pas me lâcher comme ça un peu dans la nature avec des abeilles. Ça reste un insecte qui pique, un insecte dangereux. Donc, je Hmm. me suis retrouvé au rucher école, donc celui du Tarn à Réalmont, où j'ai été formé pendant 2 ans et puis je me suis vite démarqué des autres stagiaires. On était une bonne cinquantaine de personnes, plutôt des personnes retraitées, donc j'étais un peu l'intrus, on va dire, dans ce groupe. Mais c'est ce qui justement m'a mis vite en avant. En tout cas, c'est ce qu'a voulu les équipes. Et au bout des 2 ans, j'ai commencé à prendre en main les groupes justement dans la formation. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis devenu formateur donc sur l'apiculture. Aujourd'hui, tu as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 21 ans. T'as 21 ans. Ah oui. T'as 21 ans et tu veux dire, je suis déjà un ancien. Ça fait C'est déjà 9 ça, ans que tu presque. pratiques. Et oui. C'est fou, À hein. 14 ans, j'ai pu créer l'entreprise à mon nom du coup et vraiment avoir cette activité en parallèle des études. Je t'ai connu en fait avec la vidéo de Thibaut InShape. Oui, Où, bon, la vidéo un peu, où il met un titre un peu sensationnel, où en fait tu viens visiter les ruches avec lui.
Et, euh, et après, à un moment, t'as dû secouer une ruche parce que je crois qu'il y avait une ruche qui était bourdonneuse. En tout cas, Alors, t'as secoué des cadres. oui, c'était on faisait la récolte du miel, donc du coup, je Ah oui, bah secouais oui, ensuite donc par forcément. brossage, voilà, et ça l'a D'accord. impressionné. Ouais. Et lui, d'ailleurs, comment est-ce qu'il t'avait connu? Est-ce que c'est un ami en commun ou est-ce que tout Pas simplement du par tout. Internet? Non, alors en fait, il recherchait un apiculteur pour présenter le métier, comme il présente beaucoup de métiers. Et c'est une amie justement qui m'en a parlé. Moi, je le connaissais pas du tout à l'origine. J'ai pris contact avec lui, ça l'a intéressé et c'est comme ça qu'il est venu sur l'exploitation et qu'on a pu tourner. D'accord. Et attends, c'est toi qui l'as contacté? Oui, oui, D'accord. oui, il recherchait un apiculteur, donc je lui ai envoyé un mail et puis je lui ai proposé Oui, mes services. c'est impressionnant. Bah, Thibaut InShave, c'est quand même quelqu'un enfin, qui est très connu. Il fait partie des youtubeurs un peu les plus populaires de France. Un des youtubeurs les plus populaires de France. Et je pense que quand il fait le tour des métiers, il en prend un seul en fait. Bien sûr. Ah oui, oui, complètement. Donc oui, donc je pense que ça t'a bien, bien, bien mis en avant à ce moment-là. Ah oui, oui, ça m'a aidé, ça a permis de parler encore plus de ce que je fais, et puis sur j'ai envie de dire une population plus jeune également, hein, par rapport à ce que j'étais connu aujourd'hui, enfin ces dernières années. Ça remonte à il y a 3-4 ans, je crois, cette vidéo. Et donc là, tu me dis qu'aujourd'hui, tu as 90 ruches, donc tu Oui, as 9 ans de pratique. Tu dis que tu vis de ton activité? tout à fait, oui. Alors, en fait, j'ai coupé cette activité en plusieurs domaines finalement, en plusieurs pôles, pour réussir à être stable, puisque l'apiculture, bien sûr, c'est assez instable si on part que de la production. Donc j'ai cet axe de production miel et sein d'abeille du coup. Le deuxième axe qui est donc autour de la formation, puisque donc je suis formateur en apiculture, non plus en rucher école, mais sur mon entreprise directement, hein, où je crée donc des groupes d'apprentissage. Également en entreprise, auprès de grands groupes hein, comme Pierre Fabre, Veolia, Soflac, SPI, etc. Également auprès de certaines écoles et certaines communes qui se lancent dans des projets un peu plus ludiques du coup que ce qu'on a pu connaître à nos époques quand on était à l'école. Et puis un dernier axe du coup qui est né il y a 4 ans en tant que distributeur de matériel apicole où donc j'ai ouvert mon magasin et on distribue voilà, de la ruche au pot en verre à la combinaison à tout accessoire qu'on peut avoir besoin. Quand tu parlais de Veolia, c'était pour la formation, pour l'installation des seins Alors les deux, toutes ces sur leur terrain? entreprises en fait, elles choisissent des formules hein, dont elles veulent mettre en place. Soit on installe uniquement la ruche et je m'occupe de l'entretien, soit en plus de cet entretien, il y a une formation auprès du personnel. Ça crée des vocations dans les entreprises. Ouais. En tant que distributeur de matériel, d'où t'est Oui. venue l'idée? Enfin, est-ce que tu as connu enfin, comment tu sources ton matériel et tu t'es dit, bon, bah maintenant, enfin, je vais distribuer ce matériel. Le but, c'était de devenir autonome sur tous les actes de l'apiculture, sur tous les besoins. Aujourd'hui, une personne rentre chez moi, donc chez les ruchers de Mathieu. Elle peut être tout simplement consommatrice avec son pot de miel, comme une personne qui peut parrainer une ruche, se lancer dans l'apiculture, avoir donc son essaim. Donc le but était d'être polyvalent. Et puis c'est au fil aussi des différents congrès hein, qu'organise l'apiculture, que ce soit le SNA ou l'UNAF, euh, pas chaque année, mais du coup presque, que je me suis fait aussi repérer auprès des groupes et des marques, comme notamment Eco Apiculture, dont aujourd'hui on distribue une grande partie de leur matériel. Mais on se source également, je me source de plus en plus en direct avec des usines, avec d'autres producteurs également pour être Hmm. autonome. Il y a les ESAT aussi, les établissements Oui, de personnes handicapées, tout à qui fait. certains produisent des ruches ou des cadres. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai été contacté justement par certains de ces établissements. Pour l'instant, voilà, on travaille pas avec qui que ce soit, enfin, avec aucun établissement comme ça pour la fabrication de ruches. Mais pourquoi pas? Et quel est ton objectif en tant qu'apiculteur? Enfin, être formateur, est-ce que tu voudrais créer plusieurs chaînes de magasins de distribution de matériel? Dans l'idéal, oui, tout à fait, oui, oui. Je pense que c'est complètement envisageable et enfin, en tout cas, c'est dans mes cordes, que dans les prochaines années, oui, on puisse ouvrir plusieurs magasins. Mon but, c'est de rester à la proximité avec l'apiculteur. Donc, c'est de pas forcément être une très grosse échelle en termes de magasins, hein, des petites boutiques qui peuvent également s'intégrer dans ce qu'on appelle des shop-in-shop hein, aujourd'hui, dans des jardineries. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Hmm. Euh, et c'est en tout cas de toujours pouvoir proposer tous ces services
et de ne pas être juste rattaché à je gère des magasins. Non, c'est de continuer à pratiquer de l'apiculture. Donc 50, 100 ruches, c'est pas mal. Et c'est déjà très bien, il y a déjà de l'entretien. C'est de pouvoir continuer à former tout type de personnes et ne pas être enfermé dans un bureau toute la journée ou être sur les ruches toute la journée. Non, c'est d'avoir un planning qui varie au quotidien. Et c'est ça que j'aime C'est sûr. et pour faire. Et tu parles de shop in shop. Ça me fait penser à aussi apporter, tu peux dire, bah, je vous apporte le matériel, mais également un niveau de conseil en fait et de service. Parce qu'un apiculteur qui va acheter une ruche, ok, il va acheter le matériel, mais il va peut-être qu'il a des doutes sur la qualité, enfin pas sur la qualité, mais sur l'utilisation du matériel. Et là, tu peux arriver, enfin avec des boutiques petites et en restant proche de l'apiculteur, tu peux arriver à donner aussi un niveau de conseil que les personnes recherchent. Bien sûr, complètement. Oui, oui, c'est le but. Hein. C'est un peu comme Le Vieux Campeur. C'est une chaîne de magasins qui est très orientée enfin, sport de montagne, sport de plage ou autre. Ouais, Et en fait, tous les vendeurs doivent avoir un très bon niveau de connaissance sur le matériel qu'ils vendent parce que c'est ça qui fait la qualité. Parce que sur Internet, tu peux arriver à trouver moins cher ailleurs sans problème. Mais en fait, quand tu vas dans leur magasin, il va vraiment étudier ta pratique, ton profil, ton objectif, le type de lieu où tu vas aller, et ils vont dire, bah, par rapport à ce que vous me dites, voilà le matériel qu'il vous faut. Et vraiment, tu as un conseil personnalisé. Et ça me fait penser un peu à ça. oui, c'est ce qui est important de toute façon, parce qu'en plus dans l'apiculture, il y a différentes pratiques d'apiculture. Hein. Il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs presque. Et donc oui, il faut déjà bien cibler la personne, il faut bien l'accompagner. Chaque personne a des envies et des visions aussi de l'apiculture différentes. Donc il faut se mettre à la portée de tous. Et quand on est une grande chaîne ou quand on commande sur Internet, ben on n'a pas ce relationnel, on n'a pas ce feeling même, hein, si on peut dire. Ouais. Et d'ailleurs, quelle est ta pratique en tant qu'apiculteur? Quels sont un peu tes partis pris en termes de manière de conduire tes ruches, de choix de matériel? Alors, déjà, je travaille qu'avec de la ruche d'Adam. Enfin, j'ai quelques autres formats. J'ai eu de la Varée, de la Kenyane, mais vraiment histoire de s'amuser et de découvrir un petit peu ces modèles. C'est pas des modèles que je recommande et que j'aime utiliser sur de la production. Je les trouve pas forcément très pratiques et en tout cas très costauds, hein, ne serait-ce qu'au niveau du cadre. En cas de Varée, bah, ça casse facilement. Maintenant, c'est une pratique qui reste ancienne, si on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment, voilà, comme ça se faisait à l'époque, avec les outils modernes d'aujourd'hui. Mais c'est d'être au chevet des abeilles, de bien veiller à ce qu'elles font. On n'est pas dans de la surproduction non plus. Hein, on est dans ce que la colonie est en capacité de nous offrir. Et on a des colonies qui n'offrent rien, qui n'offrent même pas un kilo de miel sur l'année. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas pour autant des colonies ou une reine que je vais aller éliminer parce qu'on va remplacer, parce qu'il faut garder telle ou telle génétique. Non, pas du tout. Hmm, C'est pas ma vision de voir les choses. d'accord. Et j'ai vu dans les essais que tu proposais, c'était le parti pris que tu avais fait, c'était Bugfast, pour Oui, prendre Bugfast. tout à fait. J'ai pas de parti pris là-dessus, hein. J'entends aussi bien ceux qui sont pour la baignoire et les Bugfast, donc Bien je vais sûr. pas te Mais sortir alors, là-dessus. pourquoi j'ai choisi cette abeille? Parce qu'elle est très douce. C'est ce qui m'avait été aussi conseillé quand j'ai débuté. Un enfant de 12 ans qui met les mains dans une ruche pleine d'abeilles, ben, il vaut mieux qu'elle soit peu agressive. Et donc, ça m'a bien plu, et puis ça me convient toujours aujourd'hui. Et quand on installe aussi des ruches sur les entreprises, ben, il vaut mieux que les abeilles ne viennent pas perturber tous les collaborateurs qui peuvent passer à côté. Donc voilà, c'est un avantage qu'elle a, et puis c'est une abeille hein, qui est plus ou moins dite plus productive également que l'abeille noire par exemple, même s'il faut plus de vigilance, notamment sur l'hivernage et sur ses réserves. Hmm, Bon, c'est un choix à prendre. De toute façon, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans telle ou telle abeille. Mais moi, je suis content de travailler avec la Buckfast et je hmm, continuerai avec elle. ouais. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais 90 ruches. Combien de temps tu passes par semaine, par mois, et sur combien de ruchers sont répartis ces 90 ruches? Alors, ces 90 ruches sont réparties sur une bonne dizaine, 10-15 ruchers en tout. 6 ruchers du coup personnels hein, et qui servent à la production, et les autres sont plutôt des ruchers pédagogiques, même si on produit un petit peu dessus, bien entendu. Euh, Maintenant, je vais manger la question. C'est combien de temps tu passes au... Combien de temps je passe? Alors, je compte pas mon temps. C'est vrai que de ce côté-là, dès qu'il fait beau et qu'on peut aller sur les ruches et en tout cas qu'il y a quelque chose à faire, hein, c'est pas aller les déranger pour rien non plus, j'y vais.
Mais en tout cas, l'activité de l'entreprise par rapport à ces 3 pôles, que j'ai mis en place, bah, forcément, ça me prend un temps plein, sur, toute la semaine, voire Bah oui, plus, hein. tu m'étonnes. Je compte pas forcément les heures. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand tu sur ton site internet, donc c'est, le Rucher les Ruchers de Mathieu ou le Rucher de Les Mathieu? ruchers de Mathieu. Au démarrage, c'était le rucher de Mathieu et puis, bah, c'est devenu pluriel, hein, voilà, il a fallu agrandir. Et tu utilises souvent le nom, le nous, pardon, le nous. Oui. Et comment ça se fait? Vous êtes en tout combien? Alors, sur l'exploitation, je suis seul, hein, vraiment à m'occuper de tout ça. Maintenant, j'englobe souvent les abeilles avec parce qu'elles sont importantes. Il n'y a pas que moi qui travaille, il y a elles aussi. Mais maintenant, sur la partie magasin, en fait, on est plusieurs, on est 4 au total, euh, puisqu'on est 2 entreprises dans le même local, avec une équipe qui est polyvalente. En fait, on est sur un secteur animalier, puisqu'on est également animalerie. Et donc, voilà, l'animalerie, les abeilles rentrent dans ce milieu et c'est ce qui permet d'avoir toujours une équipe en place au magasin. Quand je suis ailleurs, quand je suis en formation ou sur des ruchers, le client peut quand même passer et tombera sur mes collègues qui ont aussi les connaissances. D'accord, donc tu m'as dit 4 en tout. Oui. 4, OK. Alors, je vais passer maintenant aux questions, de la liste. Au cours des dernières années, comment ta pratique de l'apiculture a évolué? À quoi tu fais plus attention et moins attention maintenant? Alors, je vais prendre un exemple très récent. Cette année, donc on est en train d'hiverner forcément les colonies, les premiers candis ont été posés, et je fais attention à l'isolation des ruches. Je les équipe toutes, en tout cas, notamment avec la mousse à pifoam que j'aime bien utiliser. Là, pardon? Voilà, la mousse à pifoam. D'accord. La pifoam, c'est une mousse voilà, épaisse pour réguler notamment la température dans la Mmh. ruche, éviter les bruits, etc. Et ben, je suis plus à analyser, à faire attention au bien-être des abeilles de ce côté-là. Ouais. J'avais pu échanger avec, Jean Riandet, bah, il y a à peu près un an et il m'avait parlé enfin lui son parti pris c'est aussi l'isolation et notamment avec, la partition isolante à haute densité. C'est tu prends un cadre de corps, vide, sans fil ou autre, tu mets du polystyrène dedans et après tu, recouvres avec, un isolant. Lui, il aime bien le XL Mat, c'est un isolant bulle en fait. Tout à Et fait. il recouvre le cadre et il en met de chaque côté. Donc ta ruche d'Adam, enfin ton corps sur 10 cadres, t'enlèves les 2 cadres de rive et tu mets tes 2 partitions isolantes sur le côté. Et lui en plus, il a un autre parti pris, c'est que bah, il met au-dessus ce qu'il appelle le bonnet et parfois ça lui arrive de mettre en dessous. Il essaie vraiment d'isoler au maximum. Et oui, complètement. Alors, je le rejoins justement là-dessus. Alors, je partitionne pas forcément toutes les colonies, en tout cas pas en hiver. Au printemps, quand on a besoin de les faire évoluer, qu'on divise, etc. Oui, bien sûr, j'utilise souvent la partition, ce même système. Maintenant, en hiver, bon, voilà, quand j'ai des colonies qui sont relativement fortes, une grosse population, tous les cadres sont bien garnis et il y en a pas de vide finalement. Bon, le miel va isoler en partie à lui aussi. Mais auquel cas, je supprime ceux ou ces cadres qui sont vides et je mets en place cette partition. Et par contre, sur toutes les ruches, je mets en effet l'isolant par le dessus, indirectement sur la tête des cadres, euh, même au printemps, toute l'année d'ailleurs, il est en place cet isolant sur les ruches. Ça permet d'avoir des populations qui grandissent plus facilement, qui s'épanouissent mieux. D'accord, tu laisses l'isolant, d'accord, tu laisses l'isolant Oui, toute l'année. tout à Oui, fait. parce que Alors je quand tu fais as un des trou épisodes caniculaires, dessus. ouais. Voilà, par exemple aussi, oui. Et donc là, actuellement, pour poser le candy, bah, il est sur cet isolant, mais au travers d'un trou, l'abeille peut, au-dessus de sa tête, finalement, au-dessus des cadres, aller le récupérer avec le nourrisseur retourné. Au lieu de mettre le candy sur les cadres nus finalement et avoir une poche de vide par ce nourrisseur qui est retourné, eh bien cet isolant coupe ce vide inutile. Hmm, d'accord. Et est-ce que tu as une curieuse habitude que quand tu vas voir tes ruches ou au moment d'ouvrir ta ruche, tu fais et qui est un peu différente de celle des autres apiculteurs? Pas spécialement. Ça m'arrive de parler aux abeilles, ça oui, sur certains ruchers. J'ai des ruchers atypiques, notamment un rucher, je pense à lui, qui est situé dans un couvent. Voilà, j'ai repris la relève de ce rucher par les sœurs qui avaient du mal aujourd'hui à entretenir ces abeilles. Donc c'était un rucher qui a été repris il y a 7-8 ans. Et c'est vrai qu'à elles, je leur parle souvent. Alors elles sont plus douces, je sais pas, elles ont un comportement particulier. Euh,
voilà une rôle d'habitude. C'était. Donc c'est des sœurs. Avant, il y avait une sœur qui s'occupait, qui avait le rôle justement d'apicultrice, et maintenant elle devait Oui, être trop âgée ou ça demandait trop de manutention. Donc c'est ça. En fait, ce rucher donc qui est dans le couvent appartenait avant à des moines. Ça remonte il y a plusieurs centaines d'années, hein. Puis c'est les sœurs ensuite qui ont repris. Et aujourd'hui, en effet, elles ont pris de l'âge et ça devient compliqué donc pour elles de faire l'entretien. Donc je récolte, je leur offre quelques petits pots de miel voilà, à la fin de l'année. Et en tout cas, ça permet de garder ce lieu historique avec des abeilles. ouais, c'est vraiment sympa. J'aimerais beaucoup interviewer un moine ou une sœur justement qui pratique l'apiculture parce que Et oui. il y a quand même des personnes, enfin des personnalités religieuses importantes, ne serait-ce que bah, il y a eu l'abbé Varé, il y a eu le frère Adam, Tout à fait. euh, et d'autres encore. Il me semble, celui qui a créé Adam, c'était pas un pasteur aussi? Enfin, Charles Dadan, oui, je crois, je dirais peut-être une bêtise comme ça, Ou mais Langstroth, oui, pour un des deux il y en a- formats, oui. oui, je crois plutôt que c'est Langstroth, mémoire, parce que Charles Dadan s'était focalisé sur la cire notamment, hein, en D'accord. Amérique, il avait beaucoup travaillé dessus avant de lancer sa ruche, du coup. Donc c'est marrant, c'est très lié. Voarno aussi, c'était un abbé, l'abbé Voarno, qui a Oui, créé oui, oui, cet autre format. C'est impressionnant bah, le lien qu'il y a entre des religieux et tout à l'apiculture. fait. C'est ça, ouais. Finalement, beaucoup de choses partent de là. Ouais. Après, dans tes 9 ans de pratique, Oui. quel était pour toi ton plus gros échec? Alors, je dirais, par rapport à un traitement varroa, du coup, ça remonte il y a 2 3 ans de ça. J'ai voulu changer, je travaille beaucoup avec Apivar, hein, les lanières. Alors oui, c'est un traitement qui est assez coûteux, hein, finalement, plus que si on utilise des acides, euh, mais qui est efficace, qui est simple, voilà, qui marche bien. Et donc une année, j'ai voulu faire avec un autre professionnel avec qui je suis en relation pour des pratiques, pour des échanges, etc. Qui lui donc traite à partir de l'acide oxalique et par à la sueur par dégouttement du coup entre les cadres. Et j'ai eu pas mal de pertes sur ce traitement, sur cette année-là. Je suis monté à plus de 35% de mortalité, alors que d'habitude on va tourner sur du 10-20%, ce qui est raisonnable avec toutes causes confondues, hein, pas uniquement varroa. Et ben, ça a été un échec pour moi de perdre autant de colonies. Ça a été oui, quand même un coup dur. Alors, je vais pas dire qu'on s'attache à chaque abeille, hein, pas du tout. Mais voilà, on perd plusieurs dizaines, vingtaines de ruches. Il faut remettre tout ça en place. Et forcément, ça a des coûts hein, aussi après. Ok, et t'as voulu essayer ce nouveau traitement. Tu sais quel type de traitement c'était? Est-ce que c'était l'Oxybi? Non, c'est un Est-ce que traitement qui c'était le est fait Vermen? maison, hein, Ah, fait maison, voilà, que d'accord. l'apiculteur fait. Et donc, j'avais récupéré une partie du coup pour tester. Alors oui, c'est beaucoup moins coûteux, hein, c'était là le gros avantage finalement de ce traitement. Mais est-ce vraiment la solution? Alors disons, comme il me dit, hein, des colonies qui sont traitées de cette manière d'année en année, elles vont s'y habituer et à force, on a une souche qui est résistante. Et voilà, on a très peu de mortalité, hein, il va tourner sur 10%, ce qui est complètement raisonnable. Mais au démarrage, ben oui, il y a des pertes assez importantes. Alors j'ai pas voulu l'année suivante retenter l'expérience, même si les pertes auraient été peut-être de 35 à 20%, voire moins. Non, je suis retourné à mes habitudes. Ouais, parce que par rapport au traitement maison, je sais que les autres apiculteurs, enfin, il y en a certains qui se disent, tant qu'il n'y a pas une autorisation de mise sur le marché, on ne traite pas comme ça se comprend très bien. Ouais, Et il y a aussi par rapport aux cristaux qui sont utilisés donc, c'est pour l'acide oxalique, on peut acheter en jardinerie des cristaux en fait. oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, c'est par rapport aussi à la qualité des cristaux, on n'est pas sûr. Enfin, déjà, c'est une telle différence de prix, c'est aussi parce qu'il y a un autre traitement quand c'est utilisé dans l'industrie pharmaceutique. Eh bien, ils font beaucoup plus attention à ce qu'ils utilisent, contrairement à la jardinerie. Bien sûr. C'est un peu la différence entre le sel de table et le gros sel qu'on peut utiliser sur la route. Oui, Donc, il y oui, a un peu cette différence-là. Même si je peux comprendre que quand tu compares les deux, tu vas en jardinerie et tu vois que ça coûte quelques euros, les cristaux d'acide oxalique, et d'après, tu achètes un traitement, et là, c'est impressionnant de voir que ça coûte 30, 40 euros le traitement. Mais oui,
Il y a des impacts derrière, forcément. On peut pas Il y a avoir la des même impacts chose. derrière, oui. En termes Oui. de qualité à l'origine, oui. Ouais, merci beaucoup d'avoir partagé ton échec. C'est vrai que ça doit être 35% de perte, même si c'est communément admis dans tout le monde, chez tout le monde que on a un tiers de perte. C'est quand même très bien que tu arrives déjà tu m'as dit 10-15% en temps normal? Oui, en général, oui, oui, tout à fait. Mais vraiment toutes causes confondues, hein. Donc ça peut être le manque de nourriture, ça peut être un froid qui a été important, humide, le varroa, des attaques de frelons d'ailleurs. J'en ai eu pas mal cette année, enfin, en tout cas plus que d'habitude. Ils sont sortis, Ouais. notamment avec l'asiatique qui fait son retour. Mais bon, là aussi un autre sujet. Et comment tu luttes d'ailleurs contre le frelon? Oh, un peu comme tous les apiculteurs, hein, du piégeage, réduction donc des portes à l'entrée, même si on vend plein de dispositifs au magasin, hein, avec notamment les boucliers aujourd'hui qui se mettent en place, boucliers muselières, hein, le Stop It par exemple, qui est bien connu. Je l'utilise pas forcément sur mes ruches. Je piège pas non plus constamment parce que j'ai remarqué que piéger tout le temps dès le printemps, ben, c'est aussi attirer plus de frelons et être encore plus embêté tout au long de la saison. Donc c'est vraiment en cas de dernier recours, hein, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose. Dernièrement, j'ai un rucher, il y avait seulement 3 colonies hein, qui sont sur un domaine. Euh, mais ces 3 ruches, il y avait pas loin d'une centaine de frelons qui tournaient autour et qui étaient aussi à l'intérieur. Alors une a été complètement Waouh! passée, 100 frelons pour 3 ruches? c'est impressionnant. Ah, J'ouvrais la ruche et ça sortait dans tous les sens. Et il y a de ça 15 jours hein, à peine, une semaine. Et finalement, ben voilà, les 2 autres étaient toutes petites, euh, elles souffraient forcément. Et là, il a fallu prendre une décision. Ben, j'ai enlevé ces ruches et je les ai rapatriées sur un autre rucher. Euh, le secteur, on a beau piéger, il est actuellement beaucoup trop envahi. Pourquoi laisser souffrir les abeilles à un moment donné? ouais. Je pensais pas que ça pouvait être une telle invasion de 100 frelons Ouais. sur 3 Ah oui, ruches. oui, ça m'était jamais arrivé, hein, quand même. Impressionnant. Et même à l'intérieur, donc malgré les portières à l'intérieur qui sont assez fines, il y a quand même Oui, des frelons qui ont pu ça rentrer. rentre quand même. Ah oui, oui, Ouais. tout à fait. Waouh, mon Dieu, impressionnant. Quand ils veulent, ils peuvent. Ouais. Et en termes de matériel, quel est pour toi le meilleur investissement que tu aies jamais fait en apiculture? Ça peut être en termes de protection, en termes d'équipement pour récolter, en termes de ruches, ou de bois utilisé pour les ruches, ou Alors, d'huile pour j'aime, traiter les ruches. ouais, j'investis de toute façon au quotidien. J'aime toujours avoir du matériel assez neuf, hein. Au bout de 5 ans, souvent, je vais renouveler ce matériel. Le matériel d'occasion d'apiculture se vend en plus extrêmement bien. Et voilà, ça permet de garder quelque chose de qualité, d'innover, enfin en tout cas d'essayer de nouveaux produits qui sont mis sur le marché et qui sont donc peut-être mieux, plus résistants, hein, des fois pas du tout. Euh, mais moi, j'aime bien travailler déjà avec du matériel neuf et aujourd'hui, je suis largement équipé entre les ruches, entre la miellerie avec tous les équipements à l'intérieur, du gros extracteur, des grands bacs, des chaudières, enfin, etc. Euh, tous ces investissements, de toute façon, sont utiles et enfin, en tout cas, sont importants par rapport à ce que je fais. Maintenant, un apiculteur qui a une ruche, qui a 5 ruches ou même qui en a 10, ben ça sert à rien qu'il ait tout ce que j'ai actuellement. Du moment qu'on ne vit pas de l'apiculture et qu'on n'est pas des pratiques importantes, pourquoi aller investir dans autant de matériel qui sont vite onéreux, hein, surtout tout ce qui touche à la miellerie. Euh, faut faire un choix, il faut se poser les bonnes questions. Et, et je repense justement au rucher école où j'étais au démarrage. Ben là aussi, souvent dans les ruchers écoles, on a beaucoup de matériel qui sont souvent prêtés, hein, du coup, gratuitement avec la cotisation annuelle. Donc, tant qu'on peut fonctionner comme ça et que ça va bien à tout le monde, bah, évitons d'investir pour rien et allons auprès de ces services ou au sein des magasins également, comme nous on le propose, la location d'extracteurs. Voilà, pour 30 euros la journée, vous avez tout ce qu'il faut, le bac à liberté, les outils. Et c'est 30 € la journée et l'apiculteur vient directement. Oui, l'apiculteur, en fait, chez nous, vient récupérer tout le kit, finalement, de la miellerie. Il l'emmène chez lui, c'est un moment à Ah, il partager en l'emmène. famille, etc. Oui, tout à fait. Et il fait ça tranquillement, et puis voilà, il vient le ramener. Ok, c'est une très bonne idée. Et après, tu donnes un peu
une feuille de recommandation pour comment doit être rendu le matériel, merci, enfin de comment le nettoyer. Oui, bien sûr, tout à fait. Ne serait-ce que déjà les conseils sur l'utilisation de ce matériel, hein, on le lâche pas comme ça dans la nature, c'est surtout si c'est la première fois qu'il va faire sa récolte. Hein, on revient justement à ce qu'on disait au tout début, c'est l'accompagnement personnalisé, toujours pareil. Et puis à la fin, bah oui, forcément qu'il faut rendre le matériel en état, propre, Ouais. enfin, ça va de soi. Et au cours des dernières années, quel savoir, connaissance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie d'apiculteur? Difficile. J'ai pas trop de réponse sur cette question. De toute façon, on continue à apprendre au quotidien par rapport aux gestes, par rapport à ce qu'on fait, certaines manipulations. Et puis on se dit, bah là, oui, ça fonctionne très bien, et ça, je vais continuer à mettre en place. Et puis d'autres pratiques où bah, c'est pas forcément nécessaire, et puis c'est très coûteux pour pas grand-chose, etc. Et au quotidien, je vais m'améliorer, je vais changer. J'échange également avec bah, de nombreux apiculteurs. Au magasin, on reçoit également des apiculteurs professionnels, donc ça permet d'échanger aussi avec eux, de savoir comment ils pratiquent. Euh, voilà, il faut c'est un milieu, de toute façon, être en relation toujours avec du monde, toujours avec plein d'apiculteurs finalement. Et puis en tant que formateur, ça m'est important aussi hein, d'être à l'actualité, de suivre la page, hein, la mode de l'apiculture, même si c'est pas une mode qui change non plus chaque année, hein, mais en tout cas apporter toujours plus de conseils et puis comprendre pourquoi tel outil, par exemple, a été créé et mis sur le marché par un fournisseur, et quelle est son utilité. D'ailleurs, en tant que formateur, comment tu apprends l'apiculture à une personne qui n'y connaît rien? Une personne qui vient te voir en disant: «Beh, j'aimerais bien une initiation». Quel est un peu le programme que tu déroules? Alors, moi, j'établis des formations donc, qui se déroulent sous forme de stage. Hein. On va débuter au début du printemps avec la première visite de printemps. Et puis, on va accompagner cette personne jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de la saison, autrement dit fin août, début septembre. Au travers de 5 séances, donc 5 points spécifiques qu'on travaillera, soit 10 heures de pratique en tout, 2 heures par séance. On va aborder un point spécifique. L'ouverture de la ruche avec l'allumage de l'enfumoir. On verra la pose des hausses, comprendre la grille à reine, etc. On verra le traitement, on verra la récolte. Et le but, c'est que cette personne, elle se lance en même temps, dès la première ou deuxième séance qu'on aura ensemble. On met son essaim dans sa ruche, voilà, toujours dans ce côté d'être polyvalent dans le milieu, on pourra l'accompagner sur tous les fronts. Et donc pendant cette année, eh bien, c'est de l'accompagner en cas de question, en cas de besoin spécifique, pour se lancer Mmh. sur de bonnes bases. Souvent, on a tendance à vouloir se lancer l'année d'après de la formation, et on a un apprentissage qui est plus compliqué. On se souvient plus exactement à quelle période on a fait ça, et pourquoi, et comment, et quel est l'intérêt finalement. Alors que faire en même temps, pratiquer sur mon rucher et ensuite la personne pratiquer chez elle sur sa ruche, dans la foulée, hein, elle se souvient parfaitement de ce qu'on a fait et elle comprend mieux. C'est un apprentissage voilà, que j'ai mis en place et que je trouve assez performant. Et aujourd'hui, des personnes comme ça, hein, vraiment à initier dès le démarrage et à se lancer du coup en tant qu'apiculteur de loisirs, même s'il y a eu des vocations parmi toutes les personnes que j'ai formées qui sont devenues professionnelles aujourd'hui. C'est une bonne trentaine, une bonne quarantaine, oh oui, facile, parce que c'est à peu près 15 personnes par an, et je fais ça depuis 5 ans, on va dire. Donc oui, ça fait du monde. Ça fait au total plus de 2000 personnes, en tout cas en sensibilisation simple, hein, notamment les écoles, les groupes également de publics qui Mmh. viennent sur l'exploitation et qui peuvent par ailleurs passer juste une après-midi à la découverte de l'apiculture, parce qu'il y a ça aussi, on n'est pas obligé de se lancer avec sa propre ruche, on peut tout simplement par curiosité Ouais. faire une journée découverte. Tu fais parfois des sensibilisations dans les écoles? Oui, 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 complètement. Alors, les écoles viennent beaucoup sur l'exploitation pour avoir du concret, pour pouvoir visiter les lieux et les équiper et venir avec moi sur les ruches. Mais j'interviens également quand c'est à distance. Dernièrement, j'ai été jusqu'à Montpellier, Toulouse à Montpellier, voilà, il y a une petite distance quand même. Mais je me déplace volontiers et avec grand plaisir dans les établissements qui le demandent et qui veulent en savoir plus sur l'abeille. Donc, je viens avec du matériel, avec une ruche vitrée et voilà, on apprend quand même de façon pédagogique et avec du visuel en tout cas, non pas que du virtuel, l'apiculture. Mmh, trop bien.
C'est une question que j'aime beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu écrirais sur un panneau géant et que chaque apiculteur devrait lire avant d'aller voir ses ruches? La confiance. La confiance en soi, c'est important. Parce que si on a peur d'aller sur sa ruche, on appréhende de se faire piquer ou de pas savoir, mais tiens, qu'est-ce que je vais aller faire finalement? Je vais sur ma ruche, mais sans trop savoir quoi faire. Non, c'est pas la peine. Il faut pas y aller. C'est pas le bon moment. S'il fait pas beau, s'il pleut, s'il vente ou quoi que ce soit, là non plus, c'est pas le bon moment. Il faut que toutes les bonnes conditions soient réunies si on veut que ça se passe parfaitement bien. Donc la météo est un premier impact. Et puis soi-même, voilà, la confiance en soi, c'est important euh, d'être tranquillisé pour aller voir ses ruches. Ouais, ouais, très bien dit. J'ai échangé il y a pas longtemps avec un président d'un syndicat apicole, bah, là où je suis en fait, Oui. je suis en Savoie, enfin mes ruches sont en Savoie, donc je suis rattaché à ce syndicat-là. Et lui disait, n'allez pas voir vos ruches si vous avez un rendez-vous juste après. Parce qu'il disait le risque, c'est que vous avez pensé qu'à votre rendez-vous, vous allez avoir peur d'être en retard, et du coup vous allez bâcler votre visite. Et là aussi, ça me faisait, je trouvais ça, je trouvais ça marrant, c'est marrant parce que Jean Riondel, lui, il disait, euh, mais lui, c'était plus à destination de ceux qui se baladent à proximité des ruches, parce que je crois que ces ruches sont à proximité de lieux de passage. Et lui disait, attention, attention, ça pique. Oui, Parce que parfois, il y a des personnes qui s'approchent beaucoup trop près de ces ruches, qui se font piquer, et après, qui vont se plaindre en disant, ouais, mais les abeilles m'ont piqué. Bah oui. c'est normal, hein. Non, mais tout à fait. Euh, il faut, voilà, surtout quand on est promeneur, avoir cette vigilance aussi. On a besoin, nous, en tant qu'apiculteurs, de placer nos ruches, parfois qui sont proches de sentiers, voire de routes, malgré une végétation, une haie végétale ou quoi qu'on peut mettre en place. Il faut faire attention, forcément, surtout quand on est aux abords des ruches. C'est là où elles vont être le plus virulentes, hein, parfois. Alors qu'une abeille dans son jardin qui est en train de butiner, c'est pas celle-ci forcément qui va venir nous embêter et nous piquer. En tout cas. Et en termes de livres, quel livre tu recommandes le plus souvent? Alors, pour ceux qui veulent se lancer, un livre que j'aime beaucoup, c'est le Petit traité rustica de l'apiculture, justement, mais en spécial débutant, hein, pas ce qu'on appelle la Bible de l'apiculture, du coup, pas le très gros volume. Le plus petit est bien fait, avec pas mal de voilà d'images, de schémas, etc. Il est simple à comprendre, il est vraiment bien. Mais en tant qu'auteur apicole également, je vais plus loin forcément au travers de mon livre, alors qui est plutôt un livre autobiographique déjà, malgré qu'il y ait une partie réservée un peu à l'apprentissage, qui est La passion d'un jeune apiculteur, qui a été édité il y a 4 ans par le syndicat national de l'apiculture. Là aussi, éditer un livre, juste une parenthèse, c'est pas évident. Et j'ai eu la chance d'avoir donc le SNA qui, par le biais donc de Franck Alétru, qui a accepté très volontiers et en tout cas à son initiative d'éditer mon livre. Voilà, donc une belle fierté, Oui, exact. J'avais vu ça sur ton site internet. c'est ça. Alors on l'a lancé en édition limitée, 250 exemplaires qui ont été lancés pour le congrès à Rouen. Euh, voilà, c'est un livre qui a beaucoup plu, qui est bien parti. Il me reste quelques exemplaires au magasin, des exemplaires également qui sont en vente sur les sites d'apiculture, comme Ecoapiculture, comme apiculture.net. Et puis voilà, une fois que cette édition limitée sera passée, ça sera l'occasion d'écrire un prochain livre qui sera plus orienté sur la pratique de l'apiculture, puisque je la reprends déjà mois par mois avec la célèbre marque Happy, hein, le fabricant de Happy Fonda et Happy Invert. Ce blog s'appelle Bifid, donc bifid.com, et vous retrouverez donc au travers de l'Happy du mois des sujets divers et variés sur l'apiculture que j'écris. Donc, j'ai le plaisir en tout cas de mettre en place avec cette marque depuis 3 ans, qui est venue me chercher, là aussi, hein, directement, ils sont venus me chercher pour mettre ce projet en place au travers voilà, de ce blog. Le site s'appelle Bifid? Bifid, voilà. C'est la marque Happy. Alors, c'est abeille nourriture en anglais, donc B2E, F2ED. Et donc, on a une partie blog avec des choix de livres, des articles scientifiques, des actualités de l'apiculture. Et puis, on a une autre rubrique qui s'appelle l'Api du mois. Et donc, une partie un peu courte. Hein, donc, j'invite tout apiculteur à s'y rendre hein, chaque mois pour en apprendre un petit peu plus et voilà, travailler un sujet. Ok, très bien. Merci.
Donc, tu as 90 ruches, t'as quand même, tu m'as dit entre 12 et 15 ruchers. Oui. Comment tu fais quand tu es au printemps? Comment tu fais pour arriver à t'organiser par rapport à l'entretien, par rapport à la crainte de l'essaimage, par rapport à la pose des hausses? Oui. Comment tu t'organises C'est quand pas tout évident, est en hein. train d'exploser partout? C'est ça. Alors il faut gérer les ruches, mais il faut gérer le magasin où c'est une période, il y a beaucoup de monde forcément, puisqu'ils se posent les mêmes questions. Hein. Ils ont jamais vu d'essaim, d'essaimage, ils savent pas quand faut poser la hausse, comment, etc. Donc c'est vrai que c'est une période qui, pour moi et pour nous du coup, est assez intense. Tout simplement, c'est un agenda, voilà, un planning qui est fait jour par jour avec toutes mes Hmm. missions à remplir. Je regarde la météo avec mes meilleures journées pour aller sur les ruches, etc. On a des périodes également en fonction des régions hein, qui est davantage ciblée. Chez nous, c'est vrai qu'autour du 10 avril, c'est une date repère où c'est l'explosion des essaimages. Donc il faut anticiper ça sur ces ruches déjà personnelles et puis être à l'affût du téléphone qui n'arrête pas de sonner parce que voilà il y a un essaim qui vient de se loger chez telle ou telle personne, etc. Donc Et toi, tu vas les récupérer oui, donc? bien sûr, oui, je vais récupérer aussi tous ces essaims qui se sauvent de mes ruches ou pas hein, d'ailleurs. Oui, il faut être partout à cette période et donc il faut se faire un planning journalier Hmm. avec toutes les missions qu'il y a à remplir Tu fais forcément. planning, ok. Et puis il faut organiser ses tournées. Hein. Quand je vais sur un rucher, je vais faire un autre rucher qui est à côté également, hein, faire des boucles. Et puis Oui. peut-être passer aussi entre-temps chez des magasins revendeurs hein, qui distribuent mes produits. C'est une dizaine de points de vente aujourd'hui pour faire une pierre de coups finalement, hein, pour tout Oui. rassembler. Ouais. Et quand tu vas voir un rucher, est-ce que tu suis le conseil, enfin, qu'est-ce que tu penses du conseil de visiter la ruche la plus faible en dernier et donc les plus fortes en première? Ou est-ce Alors, que je non? comprends ce principe, hein. C'est notamment en cas de maladie pour pas infecter le matériel et donc infecter d'autres ruches, etc. Mais c'est vrai que je pratique pas du tout de cette manière. Je vais commencer ma ligne, toujours le même repère, hein, voilà, c'est cette ruche que Hmm. je commence, et puis j'enchaîne toutes les colonies D'accord, qui vont en suivant. S'il y en a une d'accord. qui, dans le lot, est très agressive, m'embête ou quoi que ce soit, allez, je la laisse tranquille, je passe aux suivantes et puis je reviendrai vers elle à la fin. C'est plutôt dans Ok, ce sens-là que je manipule. d'accord. Et si tu devais recommencer de zéro, vraiment, t'as plus aucune ruche, Ouais, t'as rien du tout, aucun matériel, rien du tout. j'espère pas que ça arrivera. Par quoi tu commencerais justement? Qu'est-ce que tu changerais? Quelle première étape tu ferais pour recommencer l'apiculture avec un regard, enfin, en partant Franchement, je de changerai zéro? pas. Je referai exactement pareil. Ça a été magique, ça a été superbe comment cette aventure s'est créée et puis en tout cas n'est pas terminée, hein, va continuer à se poursuivre. Mais voilà, d'avoir commencé aussi jeune, euh, d'avoir euh, d'avoir été initié, d'avoir travaillé en rucher école, et puis d'être monté, voilà, comme ça, petit à petit, tout en développant son cheptel, tout en pouvant Oui, continuer également ses études, parce que voilà, j'ai pas tout arrêté. J'ai fait un BTS commercial qui a été fini il y a 1 an, 2 ans à peine. Euh, Ça m'a pas empêché d'avoir voilà un certain nombre de ruches à côté, de faire tourner le magasin, de faire tourner toutes les activités. Donc je referais exactement pareil et être voilà chef d'entreprise à 14 ans et surtout aujourd'hui à 21 ans avec une entreprise qui fonctionne très bien et qui voilà très assez connue en tout cas sur notre région et qui commence à l'être petit à petit au national. D'où le fait voilà que tu es venu vers moi également et que tu as entendu parler et c'est le cas de plein d'entreprises qui veulent mettre des ruchers pédagogiques aussi en place. C'est une fierté, c'est super, et j'espère bien que ça va continuer en tout cas. Et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de participer à toutes les interviews qui peuvent être faites, donc par les médias hein, de manière générale, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Hein, j'ai fait France 3, j'ai fait M6, et puis d'autres chaînes plus tard. Mais voilà, à mon âge en tout cas, je suis ravi de ce parcours et je recommencerai pareil, de la même manière, s'il fallait reprendre à zéro. d'accord. Donc tu m'as dit, ce que je retiens aussi, c'est donc démarrer par un rucher école Oui. et démarrer petit à petit en fait. Tout à fait. Et en fait, j'étais pas contraint
par le temps, par l'argent ou quoi que ce soit, de devoir créer tout de suite une société qui, 1 an après ou 2 ans après, est en route et fonctionne tout de suite. Non, en 5-7 ans, voilà, il a fallu ce temps-là pour partir de une ruche à autant aujourd'hui, et ça a fonctionné. J'avais le temps. Ça m'a permis de ne pas devoir faire d'emprunt bancaire ou quoi que ce soit. Voilà, tout est venu au bon moment, et on est aussi, et je tiens à le dire et à remercier tous ces partenaires, ces 30 partenaires que j'ai aujourd'hui, d'être venus me chercher, parce que je fais très très peu de démarchage. C'est tous ces grandes entreprises ou même ces petites entreprises qui viennent directement vers moi pour mes différents services. On peut appeler ça de la croissance organique parce que tu veux pas essayer, oui, t'as pas une mentalité d'aller, entre guillemets, chasser ailleurs, et t'attends simplement Ouais, que les personnes viennent vers toi après voir si ça tout à correspond un fait. peu Oui, à ta oui. conception. Alors ces Ok. occasions, il faut les affronter, hein. Il faut des fois, voilà, pousser un petit peu la chose. Euh, il y a eu quand même quelques démarches personnelles envers certaines entreprises, mais en tout cas très souvent, voilà, ça a été une sollicitation de leur part, Mm. et c'est chouette. Ouais. Et, et quelles sont pour toi en fait les plus grandes erreurs des débutants, ceux qui commencent et Alors c'est qui t'énervent en quelque mmh, sorte? c'est vrai, hein. Déjà, c'est de se lancer en se disant: «Tiens, je vais mettre une ruche chez moi, mais est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît pas?» En fait, je sais pas vraiment. C'est histoire de faire son miel ou histoire juste d'avoir des abeilles, et finalement on l'entretient peut-être, vaguement ou au mieux, correctement la première année, et puis ensuite on laisse tout. On s'en occupe très, très peu. On fait que la récolte en fin d'année parce qu'il y a que ça qui nous intéresse, et finalement, c'est là qu'est la catastrophe. C'est là déjà que les colonies vont mourir, que les maladies vont se développer, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est déjà que ça soit bien réfléchi si on veut se lancer dans l'apiculture. Est-ce qu'on aime Mm. les abeilles? Est-ce que ça nous plaît réellement? Donc, avoir une première approche avec des apiculteurs, d'où ces journées découvertes, hein, aussi, qu'on peut faire. Euh, et puis, euh, et puis de faire les choses comme il faut. Avoir une ruche ou deux dans son jardin, c'est pas une grande contrainte comme avoir un chien, un chat ou un autre animal chez soi. C'est quand même beaucoup moins d'heures d'entretien, beaucoup moins de travail, etc. Mais à des saisons précises. Oui, on va peut-être pas forcément partir au 15 août en vacances parce que il y a, selon le nombre de ruches, qu'on a aussi du temps à accorder pour la récolte. Euh, c'est de faire attention à ces étapes, c'est d'être vigilant sur ce qu'on fait, et après tout se passera bien. Donc on se lance pas tout seul comme ça dans le vide, c'est d'avoir un accompagnement, pas simplement avec des vidéos ou avec un bouquin. C'est un appui qui est important aussi, hein, ça c'est sûr. Voilà, moi quand je me suis lancé, je me suis énormément documenté, mais il faut aussi être dans du concret et avoir une personne physique, des vraies abeilles pour pouvoir travailler et apprendre. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que tu avais d'autres partages où tu voulais aborder d'autres points Alors, pas spécialement, hein. Maintenant, si au travers donc de cette interview qu'on a fait, des apiculteurs, des futurs apiculteurs veulent se lancer et se trouvent notamment sur la région, bah, qu'ils n'hésitent pas à venir me voir ou à m'appeler ou par mail ou ce qu'ils veulent, et j'échangerai volontiers avec eux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En tout cas, qu'on soit jeune ou moins jeune, il faut se lancer dans l'aventure si ça nous plaît. On peut avoir 12 ans, il faut aussi nous permettre de tenter sa chance. Moi, on m'a ouvert les portes à cet âge-là. Et bien voilà, pourquoi les priver à d'autres? Il faut avoir la volonté derrière, hein, et cette envie, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, faut pas se dire c'est pas fait pour moi. Si on a envie, on peut le faire, on peut y arriver, et on peut créer aussi sa propre activité dessus. Il faut que ça reste une passion quand même. Ça, c'est le maître mot. Je terminerai sur ce mot. C'est la passion. C'est important. Eh bien, merci beaucoup Mathieu. Merci Guillaume. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie également Mathieu pour son temps, sa joie et son partage d'expérience. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est de le noter sur votre plateforme préférée, que cela soit sur Spotify, Apple Podcast ou votre application Android. Je vous serai également très reconnaissant si vous en parlez autour de vous, afin de le faire connaître. Si l'apiculture vous intéresse, parce que vous souhaitez observer les abeilles, récolter du miel
ou encore polliniser les plantes près de chez vous, je vous invite à aller sur mon blog mespremiersruches.com afin de recevoir gratuitement un guide de 37 pages qui vous aidera à apprendre l'apiculture. N'hésitez pas à m'écrire à guillaume@mespremiersruches.com, je réponds à tous les emails. On se retrouve au prochain épisode, à très bientôt. Ciao la tribu Api.